On y va. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette visioconférence « La neutralité corporelle, penser le corps autrement ». Moi, je suis Nadia Tranche-Montagne, je suis une étudiante en dernière année en travail social au baccalauréat, puis je suis aussi l'autrice du roman « La grosse qui rêvait d'amour ». Puis ce qui unit un peu ces deux éléments-là de ma vie, c'est vraiment la neutralité corporelle. C'est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et dans mon parcours professionnel et dans mon parcours personnel. Puis je trouve que c'est malheureusement un thème qui est encore très peu connu au Québec. On entend beaucoup parler du mouvement body positive, de la grossophobie, mais la neutralité corporelle, elle, est encore récente, méconnue. Fait que je suis contente d'avoir l'opportunité aujourd'hui de venir vous en parler pour qu'on puisse surtout l'explorer ensemble, puis mieux le décortiquer. Fait qu'on va faire ça ensemble. Donc, le petit plan de la visio, la première partie, c'est rarement la partie préférée de tout le monde, mais c'est vraiment important de le faire, le petit contexte socio-historique, parce que ça nous permet de comprendre où on est présentement, mais surtout d'où on vient avec ce mouvement-là. Donc, on va remettre un peu les pièces à leur place pour comprendre de quoi ça découle. Puis après ça, on va vraiment prendre le temps de décortiquer les différents concepts, définitions. Vous allez voir, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais encore une fois, je pense que c'est important de prendre le temps d'installer la table pour comprendre de quoi on parle. Puis après ça, on va arriver vraiment plus à la neutralité corporelle, à ce qu'on appelle aussi l'appréciation de la fonctionnalité corporelle, que vous allez comprendre, c'est deux choses qui sont très intimement liées. Et aussi, bien, on va prendre le temps de regarder c'est quoi l'image corporelle parce que c'est vraiment le fil conducteur de la présentation aujourd'hui, mais parfois on ne prend pas le temps de savoir bien, c'est quoi au juste cette bébite-là, l'image corporelle, donc on va prendre le temps de le définir ensemble. Donc, pour le petit contexte socio-historique, bien, tous les mouvements qui parlent plus d'image corporelle, on va vraiment les voir naître aux États-Unis dans les années 1960. Donc, c'est vraiment une époque où il y a un vent nouveau culturellement. Les personnes qui ont été longuement, historiquement marginalisées, bien, ils ont soudainement envie de revendiquer leurs droits civiques. Et ça va faire qu'à partir justement des années 1960-1970, bien là, ces personnes-là vont fonder carrément des organismes à but non lucratif, donc des groupes à but non lucratif, qui, eux, vont aller militer pour ces droits-là. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est sur le droit des personnes grosses. Donc, il y a les personnes queer, il y a les personnes noires, il y a les personnes grosses. C'est vraiment là, trois groupes particulièrement marginalisés historiquement. Et on va voir justement là, le mouvement qu'on appelle le fat activisme qui va commencer à naître. Il y a en 1969 Bill Fabry, qui lui est un homme d'affaires, qui va remarquer que sa femme est vraiment pas traitée de la même manière que les autres personnes. Puis ça va l'achaler, puis il va vraiment avoir envie de sensibiliser son entourage, jusqu'au point où en fait ça va former une organisation, donc ça va aller plus loin que juste ce qui est proche de lui, et ça va être la National Association to Advance Fat Acceptance. C'est pas quelque chose que j'ai on the top of my tongue, donc voilà, la NAFA. Puis c'est vraiment le prédécesseur aussi du mouvement Body Positive, donc c'est vraiment grâce au Fat Acceptance que par la suite, dans les années qui ont suivi, ça a évolué pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme le body positive. Dans les années 1990 et même 2000, ce qu'on va voir, c'est que le mouvement body positive, il va vraiment s'élargir. Donc, au début, on parle vraiment, justement, beaucoup des personnes qui sont marginalisées, on va parler des corps gros, mais là, soudainement, il y a un désir vraiment d'avoir un mouvement qui va impliquer un peu tout le monde, puis qui parle à tous et à toutes. C'est ma partie préférée, le volet social. Et à partir des années 2000, bien, je pense que je vous apprends rien. Il y a l'Internet qui arrive, il y a les réseaux sociaux. Donc là, le body positive, ça devient vraiment un mouvement en ligne, militant, communautaire, et on va voir l'émergence, bien, justement, de groupes de personnes qui vont en parler, mais aussi d'organismes. On peut penser, je sais pas moi, à Arrimage, on peut penser à Bien avec mon corps aussi, plus dans les années 2010, mais il y a des organismes qui vont vraiment avoir cette cause-là, tout ce qui touche l'image corporelle, qui vont naître et qui vont en parler. Dans les années 2010-2020, le body positive, c'est vraiment un mouvement socioculturel majeur, important. On en a parlé un peu plus tôt, là, mais les réseaux sociaux, ça l'a vraiment fait éclater. Mais ce que ça fait aussi, c'est que là, on se retrouve un peu avec différentes écoles de pensée par rapport à ce qu'est le body positive et ce qu'il devrait être. Donc, la première école de pensée, c'est celle que, justement, le body positive, c'est tous les corps sont beaux, tous les corps sont valides. Donc, on est dans cette idée-là d'inclusion, de vouloir que tout le monde y adhère, puis de pouvoir que tout le monde aussi participe à ce mouvement-là qui est collectif.
Puis d'un autre côté, on a des gens qui disent « Ouais, mais à la base, justement, le petit portrait socio-historique nous rappelle ça, c'était pour revendiquer les droits civiques, les droits des personnes d'exister, mais qui vivaient dans des corps historiquement marginalisés. Puis là, on prend un mouvement qui visait à les faire voir, à leur donner de la représentation. Puis là, c'est comme si on a l'impression qu'ils sont un peu ensevelis sur des personnes qui, au final, ressemblent parfois un peu plus à ce qui est la norme, les standards de beauté. Puis on a l'impression qu'on vient un peu effacer, invisibiliser une fois de plus les personnes marginalisées. Et là, il y a comme un peu ces deux écoles-là de pensée. Faut pas les voir nécessairement en opposition. C'est pas parce que deux réalités, elles existent, qu'il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est fausse. Des fois, les deux peuvent coexister. Puis c'est un peu le cas ici. Donc, il faut en prendre et en laisser des deux côtés. Mais il faut savoir quand même que c'est les deux mentalités principales qu'on va trouver dans ces années-là. Et encore aujourd'hui, bien honnêtement, c'est encore quelque chose qu'on voit beaucoup dans ces mouvements-là. Là, on fait tout ce parcours-là, puis on se dit, mais elle est où, elle, la neutralité corporelle? En fait, c'est assez récent, la neutralité corporelle. Il a vraiment été popularisé à partir de 2021 environ. C'est Anne Poirier, qui est une autrice de Body Joyful, qui va vraiment utiliser ce terme-là dans son livre, qui est un livre anti-régime, qui va vraiment s'opposer justement aux normes en société, aux standards de beauté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va retrouver le terme de manière un peu plus présente dans la culture populaire. Donc, on a fait un portrait socio-historique un peu de l'évolution, ce qui nous a emmené à la neutralité corporelle. Et là, on va essayer de décortiquer les différents termes qui touchent à la neutralité corporelle. C'est pas possible de parler de neutralité corporelle sans commencer par ce qui est au centre de la diapositive que vous allez voir à l'écran, là, l'image corporelle. On va y revenir plus tard, plus en détail, mais pour faire ça très, très simplement, l'image corporelle, c'est le miroir mental qu'on a de notre propre image. C'est le reflet, la perception qu'on a de nous-mêmes, de notre corps, comment on se sent par rapport à lui. Donc, c'est ça, l'image corporelle. Puis, il y a des choses qui vont nous aider à avoir une image corporelle plus positive ou neutre. Et à l'inverse, il y a des choses qui ont tendance à nous mener vers ce qu'on appelle l'insatisfaction corporelle ou en tout cas à avoir une image corporelle qui est plus négative. Et vous avez, à gauche sur la diapositive, surtout ce qui va venir avoir tendance à emmener notre image corporelle vers le bas ou du moins la teinter. Et la première chose, on ne peut pas passer à côté, c'est les standards de beauté, les idéaux dans la société qui font en sorte qu'on a une vision de ce que devrait être le corps. C'est des normes sociales, c'est des normes culturelles qui sont véhiculées, qui sont partagées dans plein de choses, dans les médias, dans la politique. On les voit un peu partout et c'est pas toujours de manière consciente, mais reste que si on pense à quoi devrait ressembler un corps, normalement, on a des idées un peu préconçues de ça. Donc, une morphologie type, souvent on parle de la forme en sablier, le poids qui est dit santé, idéal, donc on imagine un corps qui est plus mince. Donc, c'est ça les idéaux de beauté, c'est vraiment un corps qui n'est pas réel, mais qui est un corps qu'on a dans notre tête, qu'on imagine est l'idéal à atteindre. C'est pas une vision qui est neutre du corps, c'est teinté par plein de choses, c'est teinté justement par toute l'évolution socio-culturelle, par où on est dans le monde, par justement les politiques en place, les célébrités, il y a plein de choses qui viennent teinter ces standards de beauté-là et qui les font évoluer au fil du temps en fonction de où on est. Et c'est pas non plus, comme je le disais, quelque chose qui est réaliste. Il faut vraiment comprendre que c'est pas, quand on pense à ces standards-là, on pense pas à une vraie personne, à un corps en particulier, on pense à une image d'un corps qui, lui, est vraiment façonné de manière à être idéalisé presque au maximum. Et tout ça, ça emmène à des choses, notamment ce qu'on appelle le pretty privilege, donc le privilège de la beauté, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, parce qu'on a des standards dans notre société, on va traiter différemment les personnes qui correspondent à ces standards-là versus celles qui ne correspondent pas. Et il y a des avantages sociaux qui viennent avec le fait d'être considéré beau, belle, désirable. Donc, c'est ce qu'on appelle le pretty privilege, parce qu'on est, de ce notre apparence est, on est traité différemment. Puis si on est hors norme, ce traitement-là aussi est différent. Après ça, dans les choses aussi qui viennent teinter notre image corporelle, il y a la culture de diète, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment tout ce système de croyances et de valeurs-là qui fait en sorte que on a l'impression que la santé, c'est vraiment la santé et la minceur, c'est des synonymes de bonheur, de valeur. Donc, on a tendance à croire justement qu'il faut chercher à correspondre à ces standards-là, mais aussi se soumettre au culte de
la diète. Donc, essayez toujours d'atteindre un corps qui est mince, qui est en santé et qui paraît d'une certaine manière. Et c'est ingréné dans plein de sphères de la vie, la culture des diètes. Allié à ça, on a aussi ce qu'on appelle le santéisme. Le santéisme, c'est l'idée qu'on perçoit la santé comme étant une obligation morale. Donc, on a l'impression que les gens doivent être en santé. Ce qu'il faut faire attention avec le santéisme, c'est quand on dit les gens doivent aller à la recherche de la santé, c'est que c'est pas toujours la santé, c'est plus le paraître en santé, puis c'est ce qui fait justement qu'on le voit dans des concepts comme la grossophobie médicale et tout, c'est on a tendance à voir la santé comme étant quelque chose qui peut se décrire physiquement, alors que c'est pas le cas, puis ça, on va y revenir plus tard, mais le santéisme fait vraiment en sorte que, des fois, on va chercher à atteindre une apparence de santé, plutôt que le bien-être et la réelle santé. Et c'est des valeurs qui sont véhiculées également dans notre société. Tout ça, au final, c'est des bien grands mots, tout ça, mais c'est juste pour dire que c'est toutes des choses qui viennent nous teinter puis qui peuvent mener à l'insatisfaction corporelle. L'insatisfaction corporelle, c'est le décalage qui existe justement entre un peu la réalité, la perception réelle du corps et la vision que j'en ai avec tous les filtres dont on vient de parler, puis qui, eux, vont affecter négativement mon image. Donc, c'est ça l'insatisfaction corporelle. Il y a deux grands concepts super importants pour comprendre l'insatisfaction corporelle. Le premier, c'est la comparaison sociale. C'est vraiment le fait que, comme être humain, on a toujours tendance à se comparer. On va regarder les autres autour, puis quand on parle d'image corporelle, là, on va comparer avec des choses des fois qui ne sont pas comparables. Donc, oui, on va se comparer avec nos pairs, on va se comparer avec d'autres choses, mais majoritairement, on va se comparer justement avec des idéaux, des célébrités, donc des choses qui au final sont idéalisées et qui ne sont pas réelles. Puis ça vient vraiment miner notre image corporelle et mener à de l'insatisfaction parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais l'atteindre. Puis spoiler, souvent, on ne peut pas l'atteindre, c'est juste pas possible. Il y a plein d'exemples de ça. Si on pense aux films de super-héros, quand on dit « Ah, je voudrais un corps qui ressemble aux idéaux », on regarde des super-héros super musclés, super forts, mais au final, les personnes qui jouent ces rôles-là, c'est des personnes qui vont être dans des régimes, des entraînements hyper drastiques qui font des millions de dollars, qui leur permettent de soutenir ce rythme de vie-là, des choses que nous, on ne peut tout simplement pas. Puis les exemples, ils sont nombreux. On peut penser à Hugh Jackman, qui a fait le rôle de Wolverine pendant des années, puis il disait qu'il était très content quand ça allait terminer parce qu'enfin, il allait pouvoir manger des pâtes, ce qu'il n'avait pas pu manger depuis des années, parce que quand il faisait le rôle de Wolverine, il n'y avait pas la possibilité de manger ça. Fait que c'est des alimentations drastiques, c'est des entraînements draconiens aussi. On peut penser aussi à Henry Cavill dans The Witcher, qui lui avait une scène très connue où il est dans un bain et là on voit vraiment ses muscles saillants. Donc on voit ce corps-là et on se dit « Oh mon Dieu, un idéal, c'est à ça qu'on veut ressembler ». Mais il faut savoir que Henry Cavill, pour faire ce rôle-là, il a dû se déshydrater pendant des jours pour en arriver à faire saillir ses muscles comme il voulait. Donc quand on remet ça en perspective, on dit « Ah, je me compare à ça, mais… » Je me compare à quelque chose qui, même pour eux, n'est pas la réalité. Puis on le voit dans tout plein d'autres choses. Nos princesses de Disney, la Barbie, que si elle était réelle, sa tête ne tiendrait pas parce que son cou est trop long, parce que son corps est beaucoup trop élancé. Donc tout ça font qu'on se rend compte que, Colin, je me compare avec des choses qui sont embellies, qui sont déformées, mais encore faut-il prendre le temps de les questionner pour se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Le deuxième concept très important lié à l'insatisfaction corporelle, c'est l'auto-objectivation. Ça, c'est vraiment le concept, en fait, qu'on voit notre corps comme un objet plutôt que comme un corps ou une partie de nous-mêmes. Hein. On va vraiment voir le corps comme quelque chose qu'on va analyser, scruter, chercher à modifier. Puis on en fait vraiment un objet, un work in progress, quelque chose sur lequel on va essayer de travailler comme si on pouvait le modifier un peu comme de la pâte à modeler. Puis c'est là aussi qu'on va se rendre compte qu'on accorde beaucoup plus d'importance à l'apparence de ce corps-là qu'à ce qu'il peut faire comme capacité, à ce qui nous permet de vivre, puis surtout à l'humain qui se trouve derrière le corps. Donc, il y a aussi un aspect de déshumanisation qui passe par le corps, qui fait qu'on a tendance à juger les personnes de par leur corps, mais non pas par la personne qui se trouve à l'intérieur. Puis tout ça, ça peut mener à des choses comme l'autosurveillance, le fait de regarder constamment son corps. Hein, on devient un peu obsédé par notre corps, on va le scruter toujours. Ça mène aussi à la honte corporelle parce que là, on se compare justement puis on se dit « Ah, j'arrive pas ». Donc, on vit une honte, même si c'est quelque chose de tout à fait normal, de ne pas arriver à correspondre à ces idéaux-là. Et ça mène aussi à un sentiment de contrôle qui est souvent factice, qui est cette idée-là qu'on a l'impression que mon corps, je peux le contrôler ou je devrais pouvoir le contrôler comme je veux. Puis quand on a l'impression justement qu'on n'y arrive pas, c'est là que la honte corporelle embarque, alors que la réalité, c'est qu'on n'a pas le contrôle qu'on pense avoir sur
notre apparence comme ça nous est véhiculé, donc souvent comme étant quelque chose qui demande juste de la volonté puis du bon vouloir. C'est pas la réalité, c'est pas comme ça que fonctionnent les corps. Et là, on a parlé de tout ce qui nous tire un peu vers le bas par rapport à notre image corporelle. Heureusement, il y a aussi des choses qui nous emmènent un peu vers le haut, ou du moins qui nous aident à enlever les différents filtres qui existent sur notre image corporelle. On en a vu quelques-uns, le fat acceptance, fat activism, tout ça en fait partie, body positive, neutralité corporelle qu'on va détailler un peu plus tard, mais il y a aussi des mouvements comme par exemple le mouvement anti-régime ou le health at every size. Donc on parlait de la culture des diètes, c'est vraiment un mouvement qui va aller déconstruire cette culture des diètes-là et qui va aussi justement redonner à la santé un peu ses vrais titres. Donc qui va essayer de voir la santé, les professionnels qui appliquent ce mouvement-là, ben ils vont aller voir la santé autrement que par le poids, l'apparence. Donc on va aller décortiquer, on va aller voir c'est quoi l'expérience de la personne, c'est quoi son bagage, c'est quoi les autres facteurs qui sont en jeu. Donc, on va vraiment dans une vision plus globale de la santé. Un exemple de ça, c'est par exemple dans le mouvement anti-régime Health at Every Size, on va rejeter l'idée de l'IMC qui pourtant est très utilisée dans notre système de santé parce que, bien, on se rend compte que l'IMC au final, bien, d'un, c'est un outil qui date de très très longtemps, mais c'est surtout un outil statistique. À la base, ça servait vraiment à des fins purement mathématiques, puis c'est devenu au fil du temps un raccourci médical pour pouvoir classer les gens dans des petites boîtes. Sauf que la réalité, c'est que l'IMC, c'est un simple rapport de calcul entre la taille et le poids, mais ça n'a aucune autre donnée que ça. Et ça fait en sorte que, bien, on met de côté tellement de données importantes comme la répartition de la masse, les antécédents, les habitudes de vie, tout ça n'est pas tenu en compte par l'IMC. Mon exemple préféré pour parler de l'IMC, c'est Laurent Duvernay-Tardif. On le salue s'il écoute. Donc, Laurent Duvernay-Tardif, quand il jouait au football, si on calculait son IMC, on se rendait compte qu'il était classé comme un obèse morbide. Pour la majorité des gens, ça n'a pas de sens, mais parce que ça n'a pas de sens. Hein? Le fait que moi puis Laurent Duvernay-Tardif, on est dans la même case, ben c'est parce que l'IMC, il fait juste un calcul. Mais je pense pas que moi puis un footballeur professionnel, on ait les mêmes habitudes de vie puis on soit au même train de vie, mais l'IMC, il n'en tient pas compte. Le but, c'est pas de dire que je suis Laurent Duvernay-Tardif, je suis un athlète de haut niveau. C'est juste de souligner l'ironie qu'on se base sur cet IMC-là qui est tellement plein de trous pour donner des soins à des services, par exemple en fertilité. Il est utilisé partout, on l'a même vu pendant la période de la COVID-19. C'était un critère pour pouvoir accéder à la formation de préposés aux bénéficiaires. Mais au final, on se rend compte qu'il y a une petite hypocrisie derrière ça qui est bien, ça s'applique surtout aux personnes grosses qui vont être rejetées, mais quand on se rend compte que l'IMC, justement, s'applique à un athlète de haut niveau, mais là, finalement, on est moins à l'aise de parler d'obésité, d'épidémie d'obésité et de tout l'aspect négatif qui entoure les termes qui sont reliés à l'IMC. Donc là, j'ai parlé de beaucoup de termes qu'on a pris le temps de décortiquer un petit peu, du moins en surface, mais il faut comprendre aussi les mécanismes qui sont en place puis qui viennent teinter notre image corporelle. Il y en a deux qui sont très, très importants. Le premier, c'est celui de la discrimination, parce qu'il faut arrêter de penser que l'image corporelle, c'est simplement quelque chose de soi par rapport à soi. Il y a vraiment des éléments qui sont en place dans la société qui viennent jouer sur ce processus interne-là d'image corporelle, puis la discrimination en fait partie. Donc, il y a un cycle à la discrimination qui s'applique à plein de choses, mais là, je vais essayer de donner des exemples plus relatifs, évidemment, avec peut-être le poids, pour qu'on soit à même de comprendre pourquoi c'est un problème, la discrimination, et pourquoi elle vient jouer dans l'image corporelle. Donc, le processus de la discrimination, la première chose, c'est vraiment, on va remarquer, en fait, la différence entre les individus, puis on va avoir des petites cases dans lesquelles on va les mettre. Donc, il y a les gens qui font partie de la norme, qui est basée sur les standards de beauté, et il y a les autres. Donc, par exemple, justement, par rapport au poids, bien, il va y avoir les personnes qui correspondent à un poids santé ou qui sont plus proches des standards, et il va y avoir les personnes qui sont considérées, justement, comme des personnes, selon l'IMC, en surpoids. Nous, on va dire des personnes grosses, parce que c'est pas un terme qui est péjoratif, donc c'est vraiment un terme qu'on va utiliser comme un qualificatif, comme n'importe quel autre, comme personne grande. Bref, mais les personnes grosses, en société, ce mot-là a un terme péjoratif, puis on va les mettre dans une petite case. Cette petite case-là, c'est la deuxième étape, c'est les stéréotypes. Donc,
j'ai ma petite case des personnes grosses et là, je vais affubler à toutes les personnes qui sont dans cette petite case des idées qui sont préconçues. Ça peut être par exemple que les personnes grosses, elles sont grosses parce qu'elles sont paresseuses. Si une personne est grosse parce qu'elle n'a pas de volonté de changer, elle a des mauvaises habitudes de vie. Donc, tout ça, ce sont mes stéréotypes. Mes stéréotypes, eux, ils vont mener à des préjugés, à des jugements. Donc, c'est-à-dire que justement, si je croise une personne sans même la connaître, bien, parce que j'ai déjà mon stéréotype en tête, je vais lui affubler tous ces aspects-là. Ça peut être positif comme négatif, mais dans l'exemple que je donne, évidemment, c'est négatif. Donc, je rencontre une personne grosse, automatiquement, je vais estimer qu'elle a des mauvaises habitudes de vie, qu'elle n'est pas en santé, uniquement sur la base de mon stéréotype. Ces jugements-là, ces préjugés, ce qu'ils vont emmener, c'est des rapports de pouvoir et de privilèges parce qu'automatiquement, on va élever des personnes et on va en descendre d'autres. Donc, c'est l'idée qu'on parlait un peu plus tôt, le pretty privilege. Donc, il revient dans cette idée-là. Automatiquement, dans la société, comme personne, on va avoir tendance à donner plus de valeur à des personnes qui correspondent aux normes et moins à ceux qui sont hors normes. Donc, on va avoir tendance à accorder moins d'importance aux personnes, par exemple, qui sont grosses. Ça mène aussi à la normalisation de la discrimination, c'est-à-dire que c'est tellement un rapport de pouvoir qui est présent dans toutes les sphères de la vie qu'on en vient à normaliser ce processus-là. Donc, c'est normal, par exemple, de dire que les personnes grosses ne sont pas en santé, c'est pour leur bien, donc parfois on va mettre ça derrière des bonnes intentions et ça fait qu'on le voit couramment et pour nous, ce n'est pas choquant, c'est vraiment quelque chose qui est acquis par les gens de par leurs stéréotypes et ça va mener à la dernière étape qui est l'internalisation. Donc, au final, tout le monde le prend un peu comme du factuel. Donc, on oublie que c'est un stéréotype et on en fait un peu quelque chose qui est normal. Et ça fait que nous, comme personne, même si on est une personne grosse, mais nous-mêmes, à force de l'entendre, le voir, on va finir par le croire. Puis c'est ça qui est dangereux parce qu'en l'internalisant, c'est là qu'on va créer la boucle complète puis que là, on va perpétuer ce cycle-là. Et évidemment, c'est ça qui vient teinter l'image corporelle aussi parce que non seulement j'ai un jugement par rapport au corps des autres, de la base de la discrimination, mais j'ai un jugement par rapport à mon propre corps. J'intègre ces propres stéréotypes-là. J'ai les mêmes jugements que les autres par rapport à mon corps, mais je l'applique à moi-même. En lien avec ça, il y a l'intersectionnalité parce que les discriminations, ils ne viennent pas nécessairement seules. Donc, on a ce schéma-là avec plusieurs points qui font en sorte qu'on se rend compte qu'une discrimination, elle peut être croisée avec d'autres formes de discrimination, puis elles vont venir varier l'expérience que c'est d'avoir un corps. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on est toutes des personnes grosses, par exemple, qu'on a la même expérience. Il y a d'autres facteurs qui vont venir influencer notre expérience que c'est d'avoir un corps dans la société. Puis l'intersection entre les différentes oppressions vient aussi teinter l'image qu'on a de nous-mêmes. Puis c'est ce qui fait qu'une personne qui, par exemple, ne vit aucune discrimination, a, disons, plus facilement accès à se sentir bien par rapport à elle-même parce que quand elle se compare aux normes, elle y correspond. Tandis qu'une personne qui ne correspond pas à plusieurs niveaux aux normes de société, cette pression-là qui est sur elle, les oppressions qu'elle va connaître dans la société sont encore plus grandes. Puis tout ça aussi, ça vient jouer sur les rapports de force qui sont encore plus nombreux, puis qui viennent traiter notre image corporelle, parce qu'au final, il y a plusieurs systèmes en place qui viennent jouer, puis qu'on n'est pas toujours très conscient des rouages qui sont derrière. Donc, encore une fois, c'est l'idée de décortiquer ces concepts-là pour mieux comprendre comment ils viennent nous impacter. Ça permet aussi de comprendre qu'il y a certains groupes, on peut penser aux femmes, aux personnes dans la communauté LGBTQ+, aux personnes racisées, aux personnes grosses, c'est tous des groupes qui, historiquement, ont été marginalisés, qui le sont encore aujourd'hui, puis qui souvent vont subir l'intersection entre ces différents niveaux d'oppression-là. Je vais arrêter sur deux concepts plus spécifiques, disons, sur ces idées-là. Le premier, c'est l'effet halo. Donc, l'effet halo, ça revient un peu au pretty privilege. Vous allez voir, il y a des liens à faire ici. C'est cette idée-là que quand on rencontre une personne, souvent, une seule caractéristique va nous porter à croire d'autres choses par rapport à cette personne-là. Par exemple, si une personne est justement considérée belle, attirante selon les normes de la société, moi, si je trouve cette personne-là attirante, je vais avoir tendance à lui affubler d'autres qualités. Donc, j'assume, je vois des personnes, puis je les regarde toutes, puis celle-là, c'est la plus belle, je vais peut-être assumer que c'est aussi, elle est plus intelligente, elle est plus gentille. Donc, sans s'en rendre compte, il y a vraiment un effet qui se crée où, de par une seule caractéristique, on en attribue plusieurs autres. Et ça, ça fait en sorte que il y a des personnes évidemment qui bénéficient de l'effet halo, mais il y a aussi les personnes
qui n'en bénéficient pas et ça fait en sorte qu'on ressent un sentiment d'infériorité de par ça parce qu'on le perçoit en fait, l'effet halo, puis il y a un sentiment d'injustice aussi qui peut en découler. Puis évidemment, bien, ça va aussi affecter notre image corporelle parce qu'on a l'impression que pour avoir le droit aux mêmes bénéfices, bien, il faut aller chercher absolument ce corps-là. Ça va créer une image corporelle qui est négative parce qu'on a l'impression que pour avoir droit aux mêmes avantages, au même respect, aux mêmes avantages sociaux, bien, il faut ressembler à ces corps-là. Puis ce qui est triste, c'est que c'est pas complètement faux. Il y a plusieurs personnes qui le remarquent, cette différence-là. On peut penser à des personnes qui, par exemple, ont eu des grandes pertes de poids. Bien, ils remarquent la différence de traitement entre le avant et le après de par le fait simplement de leur poids, de leur apparence qui a changé. Donc, il faut être conscient que socialement, c'est un biais qui existe et qui est présent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire que c'est dans notre tête, c'est une association qui se fait automatiquement sans vraiment qu'on s'en rende compte, mais il y a le penchant aussi plus social qui est le stéréotype de l'attirance physique. Donc, ça, c'est un peu la même chose, mais c'est plus général, c'est-à-dire que nécessairement, parce qu'une personne est attirante physiquement, bien, dans la société, on va lui attribuer plus de valeur. On peut le résumer là, super simplement par l'idée on a tendance à voir ce qui est beau comme quelque chose qui est nécessairement bon. Et ça, on peut le voir, par exemple, dans les films, beaucoup, cette idée-là, dans ce qui est bon et ce qui est méchant. C'est souvent, dans un film, on est capable d'identifier très rapidement c'est qui le gentil, c'est qui le méchant. Dans les émissions pour enfants, très, très souvent, simplement de par le physique. Hein? Donc, évidemment, bien, les gentils, ça va être les personnes qui sont attirantes, tandis qu'on va donner les méchants des apparences qui sont considérées hors normes. C'est ce stéréotype-là qui va vraiment renforcer le pretty privilege et l'effet halo. Donc, tout ça, c'est des termes qui ont l'air de se ressembler un peu, mais c'est surtout parce qu'ils sont très, très, très liés. Tout ça, bien, évidemment, c'est des choses qui accentuent l'écart qui existe entre ceux qui vont être un peu poussés par le haut par ces différents croyances, perceptions, biais cognitifs-là, et à l'inverse, les personnes qui n'en bénéficient pas, qui vont avoir tendance, au contraire, à avoir des désavantages qui sont relatifs. Premier, on arrive au dernier gros concept théorique. Après ça, on va aller vraiment plus vers l'image corporelle, la neutralité corporelle. Mais c'est important qu'on prenne le temps de décortiquer tout ça. Et le dernier, c'est vraiment l'approche écosystémique. Qui est cette idée-là qu'il y a plusieurs systèmes autour d'un individu qui sont en interaction. Encore une fois, c'est vraiment dans l'idée de dire, on a souvent l'impression quand on parle d'image corporelle, même d'estime de soi, qu'on est un peu tout seul à mener ce combat-là. Puis quand on prend un pas de recul et qu'on regarde les différentes sphères qui entourent un individu, bien soudainement, on comprend que c'est pas tout à fait ça. Tu sais, l'estime de soi, l'image corporelle, c'est pas juste un combat à l'intérieur de moi. C'est vraiment, il y a des systèmes, des choses qui sont là pour me soutenir, qui vont m'aider. Puis à l'inverse, il y a des systèmes de pression qui sont là pour me nuire. Puis on a vu un peu plus tôt différents termes ici et là. Mais il faut comprendre que ces différents concepts-là, bien, c'est pas juste à la maison, à l'école, dans la société, c'est partout. Fait qu'il faut en comprendre la magnitude puis comprendre pourquoi ça nous affecte autant. Donc, on va regarder chacune des sphères. Le premier, c'est l'ontosystème. Donc, c'est vraiment justement la personne elle-même. Évidemment, il y a des choses qui sont plus propres à elle, qui vont toucher son image corporelle. On a tous des tempéraments, on a tous une personnalité, mais on a tout un bagage d'expérience aussi qui est différent et qui va venir teinter notre expérience que c'est d'avoir un corps. Ensuite, ça, il y a le microsystème. Ça, c'est toutes les relations qui sont proches de la personne, ce qu'on appelle les interactions qui sont plus quotidiennes. Donc, c'est beaucoup la famille, les amis, les pairs. C'est ces personnes-là avec qui on a des interactions fréquentes et qui vont venir jouer aussi sur notre système de valeurs. Donc, si on prend la famille, par exemple, bien, c'est sûr que ma famille, dépendant de elle, comment elle perçoit, c'est quoi la place de l'apparence dans ma famille, comment elle perçoit l'alimentation même, est-ce qu'on a des régimes très restrictifs, est-ce qu'au contraire, c'est plus permissif, bien, tout ça va venir jouer aussi sur mon image corporelle parce que c'est des choses qui viennent teinter comment moi-même je perçois mon image au corps, ma relation avec la nourriture. On a aussi, par exemple, les pairs. Ça peut être comment mes amis, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait avec mes amis? Est-ce qu'on est très axé sur notre apparence? Est-ce qu'au contraire, on s'en fout un peu? Est-ce que j'ai la place dans mon cercle d'amis d'avoir mon propre style, d'avoir ma propre personnalité? Ou au contraire, on est plus dans l'idée de se conformer un peu tout au même moule. Donc, tout ça aussi, ce sont des choses qui vont venir teinter l'image corporelle.
Après ça, on a le mésosystème. Donc, lui est un peu plus complexe. C'est premièrement cette idée-là que les microsystèmes sont en interaction entre eux. On peut voir, par exemple, l'idée de, il y a des idées qui peuvent être véhiculées à la maison, mais qui peuvent aussi l'être à l'école, par exemple. Si on prend la relation avec l'activité physique, par exemple, est-ce que j'ai une pression à la maison de devoir justement être dans la performance quand je fais de l'activité physique? Puis en plus, à l'école, je suis dans une équipe sportive, fait que j'ai cette double pression-là. Donc, les systèmes interagissent entre eux. Et il y a aussi cette idée-là de communauté. Donc, on va avoir dans ce système-là les différents groupes d'appartenance qui peuvent exister. Un exemple de ça, c'est justement par rapport à mon image corporelle. Est-ce que moi, dans mes groupes d'appartenance, j'ai tendance, par exemple, le mercredi, à avoir un groupe de personnes grosses, mais on fait des activités qui sont très dans l'acceptation de notre corps. Donc, on va aller faire, je sais pas moi, de la coifforme ou n'importe quoi, toujours dans la bienveillance, dans le respect de notre corps. Ou est-ce qu'au contraire, moi, je fais partie d'un groupe de perte de poids où on est très conscient de notre image, puis on essaie de la changer. Donc, tout ça font partie aussi des éléments qui vont teinter mon image corporelle parce que c'est des systèmes en interaction qui viennent affecter comment je vois mon corps et ce à quoi j'adhère. Ensuite, ça, il y a l'exosystème. Donc ça, c'est la petite coche au-dessus. C'est là qu'on n'a plus de contact direct. C'est les systèmes qui viennent nous influencer, mais sur lesquels j'ai pas d'influence. Ça, par exemple, c'est justement les fameux médias. C'est quoi les publicités qui me sont présentées? C'est quoi les images? Comment ils sont modifiés? Les retouches, tout ça. Donc, je les vois, elles m'affectent, mais moi, à l'inverse, j'ai pas atteinte sur eux. On peut penser au système de santé aussi qui en fait partie. Donc, les professionnels de la santé qui m'entourent, qui sont dans ce système-là, c'est quoi les croyances qu'eux me véhiculent par rapport à la santé, au poids? Est-ce que mon médecin de famille, c'est quelqu'un qui est très dans l'ouverture, qui a une approche plus globale de la santé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, à la seconde où je mets mon pied dans le bureau, il va me parler de mon poids, il va me parler de chirurgie bariatrique, il va être très focusé sur mon poids, que cela a de l'importance ou non avec la raison de ma visite. Donc, tout ça, c'est des éléments qui font partie de l'exosystème. Et finalement, le dernier système, c'est le macrosystème. Donc, c'est la couche, la dernière, l'ultime. C'est le fait qu'il y a des systèmes de valeurs, de croyances qui sont dans la société, qui sont véhiculés. J'en parle depuis tantôt, les standards de beauté, ils en font partie de ce macrosystème-là. Donc, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas des personnes que je peux identifier, c'est juste des choses qui existent dans les croyances générales et sociales. Donc, le fait que, justement, on doit rechercher à être mince, on doit rechercher à avoir une apparence physique, pas d'acné, la peau lisse, une morphologie qui ressemble l'hourglass shape. Donc, tout ça, c'est véhiculé à travers cette sphère-là. C'est là-dedans aussi qu'on a différentes idéologies. J'en ai parlé, le santéisme, cette idée-là que la santé est une valeur, mais il y en a plein d'autres. On peut penser au sexisme aussi, le fait que le corps des femmes soit particulièrement contrôlé, qu'on ait cette vision-là du corps de la femme aussi socialement comme étant un objet. Le capacitisme, donc le fait de valoriser des corps en fonction de leur capacité versus d'autres. Et on a aussi le racisme, évidemment, qui en fait partie. Donc, le fait d'avoir des normes qui sont attitrées ou du moins qui touchent à des traits physiques plus que d'autres. Donc, nos normes sont influencées par tout ça. Tout ça, dans le fond, là, c'est vraiment pour éviter de réduire l'expérience que c'est d'avoir un corps puis l'image corporelle à une expérience personnelle, puis de s'intéresser à tous les systèmes qui viennent nous toucher puis qui vont le façonner. Donc là, on finit cette section-là, on est un peu à bout de souffle, on est comme, mon Dieu, c'était donc bien beaucoup de concepts et d'éléments pour un début. Je sais que j'ai pris la moitié du temps là-dessus, mais c'est super important de le comprendre. Puis c'est pour ça que j'ai mis l'image un peu d'un atlas qui porte la Terre, parce que quand on prend le temps de décortiquer tout ça, de regarder que, OK, il y a différents concepts autour de moi, mais après ça, il y a différentes couches aussi, des niveaux, OK, ma famille, mon école, la société. On dirait qu'on devient un peu épuisé, puis on trouve ça lourd à porter, mais c'est lourd à porter. Puis il faut prendre le temps de l'analyser pour s'enlever un peu de cette pression-là. Puis c'est ça que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui dans la mesure du possible. C'est premièrement de s'en décharger un peu. Juste de faire comme, ouf, OK, j'ai pris conscience de tout ça, puis on dirait que juste ça me fait déjà un peu du bien. L'autre chose, c'est qu'on va essayer de trouver des trucs justement pour alléger la pression que c'est d'essayer d'avoir une image corporelle positive saine et de faire face à l'insatisfaction corporelle autant que possible. Et le plus important, en tout cas pour moi, à mon avis, quelque chose qui permet vraiment de mettre en perspective tout ça, c'est quand on réalise que oui, moi je suis tout seul avec mon image corporelle, j'ai l'impression de porter ça tout seul, mais au final, quand on parle avec des gens, on voit leur expérience, puis soudainement, on se sent beaucoup moins seul face à cette expérience-là,
Puis juste ça, le sentiment de ne pas être tout seul au combat, ça fait vraiment du bien. Dans cette idée-là de ne pas être seul au combat, disons comme ça, bien, je trouve ça important qu'on fasse un petit portrait de l'insatisfaction corporelle parce que ça nous permet vraiment de comprendre qu'on n'est pas seul, puis c'est quoi un peu aussi qu'est-ce qui est en place, puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si difficile que ça. Première chose, bien, on réalise quand on regarde les différentes statistiques qui sont à l'écran, bien, que c'est quelque chose qui arrive très, très tôt dans notre vie, l'insatisfaction corporelle. Quand on dit que près de la moitié des enfants de 9 ans ne sont pas satisfaits avec leur silhouette, c'est un peu énorme, c'est un peu intense de dire que Colin, déjà si jeune, on a ça en tête. Puis quand on regarde, bien, on le voit facilement dans les émissions à la télé. Moi, je donne souvent l'exemple du Pat Patrouille. Bien, dès la Pat Patrouille, on nous montre que, bien évidemment, que le petit chien rond, c'est celui qui a toujours faim, c'est celui qui pense juste à la bouffe. Donc, c'est mis très tôt, ces idées-là, en tête, puis ça vient jouer vraiment rapidement avec l'estime personnelle puis avec l'insatisfaction corporelle. L'autre chose qu'on se rend compte, c'est que c'est très, très répandu. Quand on parle de 73% des femmes qui ont ce désir-là de changer leur poids, qui ne sont pas satisfaites avec leur poids, mais on fait aïe, ce nombre-là, il est énorme. Quelque chose qui est très, très important quand on parle de tout ça, c'est l'idée, et là, je n'ai pas de très bons équivalents en français, mais c'est hate the game, not the player, donc déteste le jeu, pas les joueurs. Mais l'idée, c'est de dire, quand on parle de tout ça, c'est jamais pour aller stigmatiser encore plus les personnes qui, par exemple, désirent perdre du poids ou qui éprouvent de l'insatisfaction corporelle. Nous, quand on parle de tout ça, ce qu'on veut, c'est remettre en question le système qui mène à ça. Puis c'est lui qu'on reproche, c'est lui qu'on veut changer. Mais l'individu, lui, qui, pour des raisons qui lui appartiennent, veut perdre du poids et pas bien avec son corps, bien, c'est son expérience personnelle à cette personne-là. Je ne peux pas lui enlever. Et puis surtout, bien, c'est normal à une certaine limite, d'avoir ce désir-là parce que absolument tout dans la société m'y pousse. Donc, c'est vraiment important quand il y a des gens autour de nous qui sont là-dedans, qui sont dans ces vortex-là d'insatisfaction corporelle, de ne pas être dans justement aller rajouter une couche supplémentaire de stigmatisation, de discrimination, de reproche, parce que c'est déjà lourd à porter, puis ces personnes-là ne sont pas plus bien que nous avec toute cette pression-là qui leur incombe. Pourquoi on parle de l'image corporelle? Moi, j'entends souvent dire des fois que c'est un peu anodin. Les gens ont l'impression que c'est un peu... Il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde, mais la réalité, c'est que l'image corporelle, c'est vraiment un centre individuel sur notre pouvoir d'agir. C'est important pour notre bien-être, aussi bien personnel que collectif. C'est pas aussi anodin qu'on le laisse penser d'avoir une bonne image corporelle. Au contraire, c'est vraiment un moteur d'action, un moteur de bien-être. On y revient à cette fameuse image corporelle-là. Donc, je pense que là, au fil des explications, vous avez quand même compris ce que c'était, mais je veux juste prendre le temps d'y revenir avant qu'on embarque dans cette section-là. Donc, l'image corporelle, je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment le reflet qu'on a de notre propre image. C'est comment je perçois mon corps, comment je me sens quand on parle de mon corps, comment j'ai l'impression que les autres perçoivent mon corps. Donc, tout ça fait partie de l'image corporelle. C'est les différents filtres aussi qui existent entre moi et mon image pour savoir comment je me perçois. Puis on se rappelle, on l'a vu, cette image-là, elle peut être déformée par une tonne de choses. La première, évidemment, les standards de beauté, mais après ça, les gens qui m'entourent, les milieux que je fréquente, ma propre personnalité, mon estime personnelle, tout ça peut venir teinter mon image corporelle. L'image corporelle, elle agit vraiment comme une lentille qui va venir jouer sur ce que je ressens, ce que je pense, puis comment j'agis. Donc, c'est vraiment 3 éléments importants qui sont affectés par l'image corporelle. Si on regarde, par exemple, les pensées, bien, l'image corporelle, elle va venir teinter mes pensées automatiques qui arrivent, puis quand j'ai de l'insatisfaction corporelle, bien, ces pensées automatiques-là vont souvent être plus négatives. Je vais avoir plus facilement des jugements par rapport à moi-même, à me dire « Ah, je suis moche, je suis grosse ». Donc, on va avoir ces pensées-là qui vont arriver sans même qu'on en ait conscience, qui sont dues justement à où se situe notre image corporelle. Ça vient vraiment biaiser notre conception de nous-mêmes et ça va vraiment renforcer la comparaison sociale. Quand j'ai de l'insatisfaction corporelle, j'ai beaucoup plus tendance à me comparer aux autres, d'aller chercher la validation aussi. Donc, c'est vraiment des processus dans le cerveau qui sont alimentés par l'insatisfaction. Ce qu'on veut, c'est une image plus neutre parce qu'au niveau de nos pensées, bien, ça nous permet d'être beaucoup plus indulgents puis beaucoup plus bienveillants quand on a ce regard-là envers nous-mêmes. Au niveau des émotions, des humeurs, bien évidemment, quand on a de l'insatisfaction corporelle, bien, on va avoir tendance à être plus triste, plus anxieux, plus en colère parfois aussi. Puis ça va aussi teinter nos émotions qu'on dit sociales. Donc, quand je suis dans l'insatisfaction corporelle,
c'est normal, je vais avoir plus tendance aussi à envier les autres, à avoir peur du rejet, donc à avoir des émotions qui vont impliquer les autres personnes, plutôt que d'avoir des émotions qui sont simplement centrées sur mes besoins puis ce que moi j'ai envie. Évidemment, quand on a une image corporelle qui est plus neutre, plus positive, bien, ça va augmenter notre sentiment de bien-être puis notre satisfaction aussi par rapport à la vie. Hein. Je vais avoir une vision plus joyeuse, positive de la vie quand mon image corporelle abonde dans ce sens-là également. Et finalement, les comportements, bien là, il y en a plusieurs qui sont affectés aussi par notre image corporelle. C'est sûr que quand mon image corporelle, elle est plus négative, bien, je vais avoir tendance à aller vers l'évitement, par exemple. Donc, je ne vais pas aller dans des situations où j'ai l'impression qu'on pourrait juger mon corps. Hein. Je vais éviter la plage, je vais éviter les rassemblements, les restaurants peut-être aussi, où j'ai peur que est-ce que je vais être assis confortablement, les salles de spectacle, on en entend beaucoup parler aussi. Donc, on va être beaucoup dans l'évitement pour justement éviter d'être confronté à son image corporelle. Après ça, il y a aussi le contrôle excessif. Donc, l'insatisfaction corporelle, elle amène des fois à avoir tendance à vouloir beaucoup contrôler au niveau alimentaire, au niveau du surentraînement. Donc, on va être beaucoup dans ces comportements-là. On peut être aussi dans des comportements au niveau de l'apparence, donc les chirurgies esthétiques. On peut être aussi dans le maquillage. Donc, parfois, on va vraiment aller chercher à avoir un contrôle de son image plus, donc avoir un contrôle, comme je disais, excessif. J'en ai parlé un peu par rapport à l'évitement, il y a aussi l'isolement, donc parfois on va avoir tendance à vraiment se refermer sur soi-même et à vraiment ne pas entrer en contact avec les autres, justement pour éviter d'être face à son image corporelle. Finalement, il y a aussi les comportements à risque, donc quand j'ai une insatisfaction corporelle, je peux aussi avoir tendance à aller, je l'ai dit un peu plus tôt, le surentraînement, mais ça peut aussi aller vers l'abus de substances, les troubles alimentaires, donc tout ça aussi en font partie de ces comportements-là qui sont modifiés par notre image corporelle. Le plus on a une image corporelle positive, le plus nos comportements vont être dans l'idée du prendre soin de soi, puis d'écouter ses besoins, plutôt que d'être dans la punition, la restriction, le contrôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une image corporelle positive, c'est vraiment un levier vers leur bien-être, tandis qu'une image corporelle négative, quant à elle, c'est vraiment un frein vers mon épanouissement. Donc, c'est un peu les deux pôles opposés. Il faut vraiment comprendre que l'image corporelle, elle n'est pas innée. Hein? Moi, je ne viens pas au monde avec mon image corporelle déjà préétablie. Elle se cultive au fil du temps, puis elle va vraiment être emmenée à évoluer en fonction d'une multitude de facteurs que des fois, j'en ai même pas conscience, puis tout ça va venir teinter la manière qu'elle va évoluer. Vraiment important, quand je parle d'une image corporelle saine ou positive, ça ne veut vraiment pas dire une absence de complexe ou le fait de s'aimer inconditionnellement, ce qui est malheureusement la tendance qu'on a à penser que, ben là, si on parle de positif, ça veut dire que tout est beau, tout va bien. C'est plus nuancé que ça. Quand je parle d'une image corporelle saine et positive, c'est vraiment plus dans l'idée d'essayer d'enlever les différents fils qui existent entre justement moi et mon image et d'aller dans une relation avec mon corps qui est plus réaliste, bienveillante, respectueuse, dans l'accueil. C'est vraiment ça qu'on va chercher avec l'image corporelle positive. C'est super important, une image corporelle, j'en ai parlé un peu plus tôt, parce que c'est des facteurs de protection pour notre santé mentale, bien pour notre santé physique aussi. Donc, on va adopter des comportements, on va être beaucoup plus apte à prendre soin de soi si on a envie de prendre soin de soi, si on a l'impression qu'on mérite ce bien-être-là. Puis c'est aussi important pour le développement d'une santé sexuelle épanouie parce que justement, on va être moins dans les comportements à risque, on va être moins dans l'idée de vouloir faire des choses, par exemple, pour plaire à l'autre, mais plus dans l'écoute de nos limites, de nos besoins et dans la recherche d'épanouissement. Donc, ce qui aide beaucoup avec le fait de développer une image corporelle positive, bien, c'est 3 grandes étapes qui ont l'air bien simples, mais qui parfois sont plus complexes qu'on peut avoir l'impression. La première, c'est travailler sa conscience de soi. Donc, la conscience de soi, c'est vraiment une chose toute simple, c'est juste de regarder c'est quoi mes pensées, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mes comportements et juste les voir sans jugement. Donc, c'est pas d'aller chercher le pourquoi derrière, c'est vraiment juste de « Ah, je remarque ça, ah, je suis consciente de ça ». C'est porter attention à c'est quoi mes dialogues internes par rapport à mon corps. Est-ce que, par exemple, je réalise que je mets souvent des chandails à manches longues parce que je veux cacher mes bras? Est-ce que j'évite de porter des bikinis parce que je veux pas qu'on voit mon ventre? Je me rends compte que quand les gens ont des discours sur le poids dans tel événement, moi, j'éprouve un malaise. Donc, c'est juste d'observer c'est quoi mes pensées, mes émotions, mes comportements. Tout simplement ça. La deuxième étape, par contre, on va réfléchir à son image corporelle. Donc là, on va prendre une position active par rapport à cette réflexion-là. Donc, je ne veux pas juste être dans l'accueil, je veux vraiment être dans le « qu'est-ce qu'il y a derrière ça
pourquoi c'est là. Donc, pourquoi, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les expériences que j'ai vécues. Par exemple, est-ce que, je me rends compte que j'aime pas ça aller magasiner avec mes amis des vêtements. Bien, est-ce que c'est parce que j'ai longtemps été magasiner puis je réalisais que je portais pas les mêmes tailles qu'eux, que je pouvais pas magasiner dans les mêmes magasins, puis ça m'a laissé avec un sentiment de honte, de culpabilité par rapport à mon corps. Pourquoi j'accorde autant d'importance à mon apparence? Pourquoi je passe autant de temps à m'arranger avant de sortir? Pourquoi j'évite de faire ça? Donc, c'est vraiment d'aller questionner ces différentes pensées-là qu'on peut avoir. Puis finalement, pratiquer l'autocompassion, c'est vraiment la dernière étape de dire, bon, maintenant que j'ai eu toutes ces pensées-là, ben ça fait pas de moi une moins bonne personne, puis je vais essayer d'avoir la même indulgence que j'ai pour moi-même que j'aurais pour les autres. Hein? Ce qu'on réalise, c'est que souvent, quand on entend les autres personnes, ben c'est très facile d'avoir de la bienveillance envers eux, mais quand on l'applique à nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est ça qu'on veut pratiquer, c'est d'aller déconstruire ces pensées-là pour un peu se faire une petite tape dans le dos, un petit câlin, puis dire « ça va être correct hein? ». Est-ce que je peux me dire, par exemple, ben c'est vrai que mon corps ne correspond pas aux standards de beauté, mais ça ne fait pas de moi une moins bonne personne. Je viens un peu le relativiser. Par exemple, le fait, ben non, mon corps n'est pas parfait, mais mon corps n'a pas besoin d'être parfait pour avoir besoin d'amour. Hein? Les autres autour de moi, je n'exige pas d'eux la perfection, fait que pourquoi je l'exigerais de moi-même? Puis aussi, ben, c'est de reconnaître que notre corps, ben, hey, mon corps, il me permet de vivre tellement de belles choses, c'est peut-être pas si grave que ça, finalement, s'il ne correspond pas à des normes. Donc là, on va marquer sur le concept de l'appréciation fonctionnelle du corps. C'est vraiment cette idée-là que le corps, on doit reconnaître plutôt ses capacités plutôt que son apparence. Ça fait une dizaine d'années environ que tout ce qui est psychologie de l'image corporelle va vraiment s'intéresser à cette perspective-là parce que ça a vraiment des bienfaits aussi bien psychologiques que physiques sur les personnes. Un peu dans la même idée que plus tôt, ben, quand on voit notre corps pour ce qu'il est capable de faire, ce qui nous permet d'expérimenter, ben, on a moins tendance à aller se comparer aux autres parce qu'on est moins dans le paraître, mais plus dans le être. Puis quand je vois comme ça, ben, j'ai un plus grand sentiment d'autonomie aussi parce que je peux juste me fier sur moi-même, je peux être à l'écoute de mes besoins, puis j'ai moins tendance à aller chercher ailleurs ces informations-là. Pourquoi je parle de ça? Bien, c'est parce que c'est un concept qui est beaucoup plus présent dans la littérature scientifique. On est vraiment dans un concept un peu plus dans la psychologie, contrairement à la neutralité corporelle qu'on va voir plus tard, qui est un mouvement social. Donc, c'était intéressant de voir un peu ce qui était dans la littérature par rapport à ce concept-là. Et il y a des outils cliniques qui ont été développés par rapport à l'appréciation fonctionnelle du corps, notamment l'échelle d'appréciation de la fonctionnalité du corps. Donc ça, c'est un outil, il en existe plein de versions. Donc moi, je vous en propose juste une, tout simplement parce que c'était la plus courte, fait que je me dis que pour l'exercice d'aujourd'hui, ça allait être le plus simple. Puis on va regarder ensemble les différentes questions. Puis l'idée, c'est vraiment juste de regarder les différentes affirmations, puis de déterminer est-ce que je suis totalement en désaccord, ni en accord, ni en accord ou totalement en accord. Donc un peu sur cette échelle-là, où est-ce que je me situe? Donc, ces différentes questions-là nous permettent un peu d'avoir un outil pour savoir comment je perçois mon corps, comment je me perçois, moi, par rapport à mon corps. Donc, la première, c'est, bien, j'apprécie mon corps pour ce qu'il est capable de faire. Donc, où je me situe par rapport à ça. J'éprouve de la reconnaissance pour la santé de mon corps, même lorsqu'il ne l'est pas autant que je le voudrais. J'apprécie que mon corps me permette de communiquer et d'interagir avec les autres. Je reconnais et apprécie que mon corps se sent bien et ou est détendu. 5e, j'éprouve de la gratitude que mon corps me permette de prendre part à des activités que j'aime ou que je trouve importantes. 6e, j'ai l'impression que mon corps en fait beaucoup pour moi. Et le dernier, c'est je respecte mon corps pour les fonctions qu'il remplit. Évidemment, plus le niveau d'accord est élevé, plus le niveau d'appréciation pour la fonctionnalité de mon corps est aussi élevé. Puis ça nous permet simplement de voir aujourd'hui où on se situe. Puis c'est un exercice qui parfois peut varier, pas juste en fonction sur des longues durées de temps, mais parfois d'une journée à l'autre aussi. On a des meilleures journées, on a des moins bonnes journées. Donc, ça nous permet de nous situer, oui, dans le temps sur le long terme, mais aussi sur le maintenant où j'en suis au moment où je fais cet exercice-là. Ça a plusieurs avantages, l'appréciation de la fonctionnalité corporelle. La première, c'est vraiment la diminution des symptômes de troubles alimentaires. Donc, avec cette vision-là du corps, on va vraiment réduire tout ce qui est l'obsession de l'alimentation, du poids, de l'image. On va réduire la rigidité alimentaire aussi et la culpabilité, qui sont vraiment deux choses qui sont au cœur des troubles alimentaires. Donc, on va être moins dans des comportements qui sont restrictifs, on va être moins dans les compulsions aussi, puis on va être moins dans les préoccupations alimentaire. Un autre des bienfaits aussi de l'appréciation de la fonctionnalité corporelle, bien, c'est une meilleure santé mentale aussi. Donc, ça va vraiment favoriser l'autocompassion.
on l'a vu un peu plus tôt, donc cette idée-là d'avoir la même bienveillance envers moi-même, d'être plus indulgente envers moi-même, comme j'ai tendance à l'être pour les autres, mais de tourner ce regard plus doux-là vers nous également. Ça va nous préserver aussi d'une certaine forme d'anxiété, parfois aussi de tendances dépressives. Donc, c'est des choses qui vont vraiment favoriser le bien-être dans notre tête. Puis ça nous aide à avoir une plus grande résilience, de résister plus facilement aux pressions sociales quand on a une appréciation pour ce que notre corps nous permet de faire sur ses capacités. Le troisième, c'est vraiment un bien-être accru. Quand je vois mon corps comme un allié, bien, ça me fait du bien, hein, ça m'enlève, comme je disais, une pression, puis j'ai plus envie de croquer dans la vie, puis les pensées qui me viennent aussi sont plus positives. Donc, tout ça, c'est vraiment favorable à mon épanouissement et à mon bien-être. Puis je vais avoir des comportements, par exemple, surtout au niveau de la santé, qui sont beaucoup plus motivés par ce bien-être-là, ce plaisir. Donc, encore une fois, c'est toujours dans l'idée de, si je vais chercher ce qui est le mieux pour mon corps, bien, je suis moins dans l'idée de le punir. Hein? Je suis impressionnée que mon corps soit capable de faire tout ça. Je vais aller voir ce que je peux faire pour maximiser ça plutôt que de dire, bien, je vais aller punir mon corps pour ce qui devrait ressembler. Donc, c'est un peu ça, les deux opposés qu'on a ici. Puis évidemment, bien, de manière générale, ça nous emmène à avoir une image corporelle qui est plus positive parce qu'on change vraiment la lunette avec laquelle on regarde le corps. Donc, comme je disais, moins de comparaison sociale, beaucoup plus sur mon corps, ce qu'il est, ce qui me permet de faire. Donc, une reconnaissance beaucoup plus grande envers le corps. C'est important quand on parle des capacités du corps, on n'est pas dans le capacitisme non plus. Hein? C'est vraiment chaque personne par rapport à soi-même. Reconnaître ce que mon corps peut faire, bien, c'est mon corps avec les capacités qu'il a comme il est et non pas dans le je me compare aux autres, ce corps-là peut faire plus que moi. C'est non, je suis capable de reconnaître ce que mon corps, à l'échelle qu'il est capable de mener, me permet de faire, mais c'est vraiment capacité dans ce sens-là et non pas dans des capacités de la performance, par exemple. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Là, on fait une présentation sur la neutralité corporelle. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je parle. On n'a toujours pas parlé de la neutralité corporelle, mais c'était important de mettre la table parce que vous allez voir, tout découle de tout ce qu'on vient de voir et on arrive finalement à la neutralité corporelle. Donc, c'est quoi la distinction, en fait, entre la neutralité corporelle puis l'appréciation de la fonctionnalité du corps? Bien, en fait, les messages qui sont derrière, les deux sont la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est une approche plus justement dans la psychologie de l'image corporelle. Alors, quand on parle de neutralité corporelle, bien, on est plus dans le mouvement social. Donc, cette idée-là qu'on véhicule des valeurs, une manière de percevoir dans la société, puis qu'on peut en parler aussi. Donc, c'est moins une approche clinique du corps, mais plus comment on le perçoit socialement. Puis c'est de ça que moi j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc la neutralité corporelle, c'est cette idée-là en fait qu'on pourrait résumer très très simplement par « et si au final mon corps c'était la chose la moins intéressante de ma personne ». On est tellement habitué de se préoccuper de notre image qu'on prend peu le temps de se demander si au final ça n'avait aucune valeur ce à quoi je ressemble. Puis des fois, c'est un peu déboussolant de se dire ça, mais au final, c'est très libérateur parce que quand je m'enlève la pression du corps, bien soudainement, c'est toutes les autres facettes de ma personne qui devient intéressant. Puis c'est beaucoup plus riche de voir notre personne, pas juste comme son enveloppe charnelle, mais comme l'ensemble de nos qualités, de nos forces, de nos intérêts. Puis c'est ça qui fait la richesse des êtres humains. Donc, notre valeur, elle découle absolument pas de notre apparence. Puis notre apparence, ou du moins notre corps, lui, ce à quoi il nous sert, bien, c'est pas à paraître, mais c'est à expérimenter la vie, à croquer dedans. Puis il faut voir comment cette belle machine-là qui est notre corps nous permet de vivre tout ça. Puis il faut en être reconnaissant aussi. Attention à la neutralité corporelle, c'est vraiment, vraiment pas cette idée-là qu'il faut aimer son corps à tout prix. Donc, dans le body positive, on va le voir un peu plus tard, il y a des petites nuances par rapport à comment on perçoit l'apparence. Donc, tous les corps sont beaux. Ici, on est moins dans l'idée de la beauté. En fait, la beauté, elle n'a pas d'importance par rapport à notre corps. C'est plus, mon corps, il est juste valide. Peu importe son apparence, peu importe de quoi il a l'air, il est valide et il a le droit d'exister, point à la ligne. Avec la neutralité corporelle, ce que je veux faire, c'est me dire, mais mon corps présentement, à la seconde où on se parle, il est comme il est, puis je peux pas le changer, puis il mérite d'exister comme il est. Fait que c'est vraiment de se faire un gros câlin avec son corps, puis de se dire, c'est correct d'être comme on est, puis de s'enlever la pression, justement, sociale qu'on a, de voir le corps comme quelque chose qui doit changer ou qu'on veut changer, mais plus quelque chose qui est comme il est, puis au final, c'est ça qui est ça.
Donc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais là, il y a un schéma qui est un peu plus clair pour faire la distinction justement entre c'est quoi le mouvement body positive versus la neutralité corporelle. Il faut vraiment comprendre que c'est pas parce qu'on le met sur un tableau comme ça que ça veut dire que c'est deux choses qui sont en opposition. Vraiment pas du tout. Les mouvements sociaux, souvent, c'est des influences les uns des autres qui vont continuer de s'influencer, qui évoluent au fil du temps. Puis, il faut vraiment en prendre et en laisser de chacun. Donc, c'est pas d'essayer de déterminer lequel est le meilleur, c'est juste de dire les deux existent, puis on va essayer de voir les nuances entre les deux. Puis, au final, la grande distinction entre les deux, c'est juste la place qu'ils accordent à l'apparence. Donc, quand on regarde comment on voit notre corps, ben le body positive, il va quand même accorder une importance à l'apparence, dans le sens où tout le monde est beau, tout le monde peut s'aimer comme il est. Donc, on est parfois dans cette idée-là plus justement de aimer son corps. La neutralité corporelle, elle va se détacher de cette idée-là que l'apparence a de l'importance, puis vraiment plus aller mettre la lunette de la fonctionnalité. Donc, qu'est-ce que mon corps permet de faire? Mais au final, le combat qu'on mène dans les deux mouvements, c'est la même chose. On veut vraiment aller contre les standards de beauté, aller déconstruire ça, puis revendiquer le droit d'exister de tous les corps. Fait qu'au final, tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde. Surtout, on parle de mouvements sociaux, on parle de tout ça, c'est jamais des clés en main, hein? C'est juste des manières de percevoir le corps, puis des manières de percevoir le corps, il y en a autant qu'il y a d'individus. Donc, tout ça, c'est des concepts, des outils à mettre dans votre arsenal pour vous nourrir un peu vous-même, mais il n'y a pas besoin d'adhérer à l'un ou à l'autre. Il y a juste besoin de s'assurer qu'on réfléchit sur le corps, sur l'image corporelle, parce que c'est ça qui est important au final. Donc, avec la neutralité corporelle, je dirais qu'il y a trois manières un peu qu'on peut voir notre corps. La première, c'est vraiment comme un vaisseau fonctionnel. Donc, mon corps, c'est une machine. Mais c'est une machine exceptionnelle. C'est une machine qui me permet d'expérimenter la vie. Puis sans cette machine-là, ben je ne peux pas y arriver. Mais pour ça, j'ai besoin de prendre soin de cette machine-là. Donc, c'est un peu de revoir le corps différemment, pas comme un ennemi, mais vraiment plus comme quelque chose qui me permet de vivre. Pas de corps, pas de vie, donc juste pour ça, je dois développer un peu ma reconnaissance par rapport à lui. Quand je suis dans la peur du jugement, quand je suis dans la peur de ce que les autres perçoivent de mon corps, ben je mets justement un frein à mon expérience de la vie. Hein. Quand je m'empêche de sortir parce que j'ai peur d'être jugée, c'est pas les autres que je brime, c'est moi. Donc, c'est important d'avoir conscience de ces mécanismes-là aussi pour essayer de les déconstruire. Dans cette idée-là, bien, quand je vois mon corps comme ça, je peux simplement reconnaître, bien, mon corps, il me permet de prendre une marche avec mon chien. Mon corps, il me permet d'apprécier le soleil sur ma peau. Mon corps, il me permet de faire des câlins à mes proches. Puis tout ça, bien, c'est des petites parcelles de gratitude au quotidien que je peux soulever autant que possible pour justement reconnaître cet aspect-là de vaisseau fonctionnel. Le deuxième aspect, c'est le colocataire perpétuel que j'appelle. C'est-à-dire que souvent, on a tendance justement à voir le corps comme quelque chose qu'on doit donc aimer intensément ou au contraire, ben j'haïs mon corps on est plus dans l'idée quasiment de l'ennemi. Moi, j'invite les gens à voir le corps comme un coloc, c'est-à-dire que peu importe ce que je fais, moi, j'ai un bail à vie avec ce corps-là. Fait que je suis vraiment, c'est dans mon intérêt autant que dans le sien qu'on mette tout en place pour que cette colocation-là, elle soit positive autant que possible. Donc, justement, je vais être dans l'indulgence, je vais être dans la bienveillance, parce que ça ne veut pas dire que ça va être toujours parfait, ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile, mais dans tous les cas, je suis avec lui jusqu'au bout. Donc, je vais vraiment tout faire pour que ça fonctionne bien. Donc, oui, il y a des journées qui vont être plus faciles que d'autres. Oui, il y a des journées qui vont être plus difficiles. Mais au final, je vais quand même faire de mon mieux pour que ça fonctionne. Ça m'emmène aussi à voir mon corps comme quelque chose plutôt, qui vaut la peine d'être connu. Hein? Quand je le vois comme un coloc, bon, ben, je peux bien essayer de l'ignorer, mais au final, il est là tout le temps. Fait que si je veux essayer que ça fonctionne, je suis mieux d'apprendre à le connaître, c'est quoi ses capacités, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le fait sentir bien. Puis c'est ça qui va favoriser une colocation harmonieuse puis optimale. Puis finalement, ben, le corps, c'est un organisme en constant changement. Il faut arrêter de voir le corps, on le parlait plutôt avec l'auto-objectivation, il faut arrêter de le voir comme un objet statique dans le temps. Hein? Souvent, on a l'impression que des fois qu'il y a même l'idée du corps d'avant. Il n'y a pas de corps d'avant, il n'y a pas de corps d'après, il y a juste un corps qui évolue au fil du temps. Puis c'est ça qui est beau du corps, c'est qu'il va s'adapter, il va s'ajuster. Puis des fois, oui, ça peut être choquant de voir notre corps changer, mais il faut se rappeler pourquoi il change. On le voit beaucoup avec les personnes qui vont avoir des enfants, qui vont connaître la grossesse. Bien souvent, on va beaucoup se culpabiliser pour le changement que le corps a connu suite à cet événement-là qui est assez intense hein, sur le corps et sur la vie.
Mais pourquoi est-ce que j'accorde autant de culpabilité par rapport à un corps qui change, alors que la réalité, c'est que c'est incroyable qu'un corps soit capable de porter la vie. Donc, c'est changer un peu notre lunette par rapport au corps, c'est-à-dire, oui, il change, mais c'est le propre des corps de changer. Hein? Quand j'ai des vergetures, ben c'est justement, mon corps me montre à quel point il a expérimenté la vie, à quel point il s'ajuste, à quel point il s'adapte. Quand j'ai des rides, quand je vieillis, ben c'est un privilège de vieillir, donc mon corps, avec le temps, va vivre ces expériences-là, puis oui, physiquement, il va connaître, il va montrer ces changements-là. Ça ne fait pas un corps qui est moins bon, au contraire, ça fait un corps qui a vécu, qui a expérimenté la vie. Puis c'est ça que je veux mettre de l'avant avec cette idée-là que le corps est un organisme en changement. Donc, je veux vraiment, à travers tout ça, là, reconnaître ma valeur autrement que par mon corps, puis surtout signer ce que mon corps, lui, me permet d'accomplir au quotidien dans la vie. C'est vraiment ça l'idée de la neutralité corporelle, c'est mon corps, qu'est-ce qu'il me permet de faire, puis je dois en être reconnaissant, je dois apprendre du moins à observer ce qui me permet de faire, puis que des fois, j'ai peut-être tendance à tasser un peu sous le tapis parce que je suis trop préoccupée par mon apparence, donc on va changer notre lunette un peu. Il y a 3 grands principes, j'ai envie de dire, pour la neutralité corporelle. Le premier, c'est reconnaître que tous les corps sont valides et ont le droit d'exister, donc peu importe leur apparence, il faut vraiment se rappeler que les corps, ils sont légitimes. Il n'y a pas des corps qui valent plus la peine d'être là que d'autres. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit beaucoup dans la société, mais il faut vraiment déconstruire ça. Donc, tous les corps, toutes les personnes qui les habitent ont le droit d'exister au même stade les uns que les autres. Ça fait en sorte que, dans cette perspective-là, je veux essayer d'arrêter, par exemple, de commenter le poids des autres. Hein? Je veux essayer de m'enlever de tout ça. Au niveau de l'accessibilité aussi, hein, dans cette idée-là que tous les corps sont valides, mais je veux que tous les corps puissent exister dans l'espace. Quand je vais justement dans une salle de spectacle, mais je veux pouvoir que les corps, quels qu'ils soient, puissent s'y asseoir dans l'avion. Je reviens souvent avec des billets qu'on a, mais les avions, c'est très étroit, bien, on remarque souvent que les personnes grosses vont vivre la stigmatisation de par le fait d'être coincé dans un siège, parfois même de déborder sur le siège à côté. Mais si c'est quelqu'un qui est très musclé, bien, on n'a pas ces mêmes biais-là qui existent. Donc, ça fait du bien à tout le monde quand on a des espaces où tous les corps peuvent se permettre d'exister. Donc, il faut vraiment favoriser ces espaces-là. Puis, ça fait aussi que pour arriver à cette conception-là, que tous les corps sont valides puis ont le droit d'exister, mais encore faut-il les voir, ces corps-là. C'est sûr que si la représentation que j'ai dans les médias, c'est toujours le même physique qui revient, bien moi, quand je me sens pas vue, j'ai l'impression que je suis invisibilisée, que j'ai pas le droit d'exister. Donc, il faut aller favoriser cette diversité culturelle-là, parce que c'est comme ça aussi qu'au final, que quand on voit des gens aux morphologies diverses, bien soudainement, je me dis, c'est ça qui est beau, ils ont tous le droit d'exister, mais si je les vois pas, ces corps-là, bien au final, je les invisibilise puis je nie un peu leur réalité. Donc, il faut vraiment aller chercher à mettre plus de l'avant cette représentation-là. J'en parle depuis tantôt, mais le deuxième point, c'est vraiment minimiser l'importance accordée à l'apparence, puis plutôt aller s'intéresser à d'autres qualités. Donc, mon corps, c'est la chose la moins intéressante que moi. C'est quoi qu'il y a derrière le corps? Ça vaut pour moi, ça vaut pour les autres, comme l'être humain est beaucoup plus riche que son apparence corporelle, donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Puis ça fait que les compliments qu'on fait, les intérêts qu'on a par rapport aux autres sont beaucoup plus riches aussi quand on se détache du corps. Donc, si je vais complimenter, par exemple, quelqu'un, justement, pour sa gentillesse, pour son énergie, pour tout ça, bien, c'est beaucoup plus valorisant que juste son apparence, quelqu'un qui est beau, qui est belle. Donc, on va aller chercher des qualités qui sont beaucoup plus profondes. Puis ça fait du bien aussi. Puis finalement, le dernier qui, selon moi, est vraiment, vraiment important, c'est éviter de remplacer la pression de correspondre aux standards de beauté par la pression de s'aimer à tout prix. C'est quelque chose que j'ai l'impression était très présent dans certaines années avec le mouvement Body Positive, ce qui est correct, mais il faut juste garder un œil critique par rapport à ça. Donc, oui, c'est correct de s'aimer, mais si on n'y arrive pas à s'aimer inconditionnellement, si on n'arrive pas à trouver son corps beau, bien, il ne faut pas voir ça comme un échec. Hein. Parfois, quand on a passé toute notre vie à se détester ardemment, à avoir une relation vraiment conflictuelle avec notre corps, juste être capable de déposer les armes, d'être plus doux, d'être plus indulgent, c'est déjà un méchant gros step. Donc, juste ça, ça fait partie d'une image corporelle qui est plus saine, qui est positive, hein, de juste être comme, c'est correct. C'est peut-être que j'aime pas cet aspect-là de mon corps, mais au final, ça fait pas de moi une moins bonne personne. Donc, voilà, faut pas se mettre la pression non plus de s'aimer à tout prix. Faut juste se rappeler que notre corps, peu importe comment il est, bien, il mérite le respect. Vous méritez le respect, je mérite le respect. Puis ça, c'est déjà un gros pas dans la bonne direction.
Donc, on va regarder ensemble quelques stratégies qui peuvent nous aider à favoriser une image corporelle positive dans une perspective de neutralité corporelle. La première, bien, ça peut être de faire des exercices d'écriture en lien avec la fonctionnalité corporelle, en lien avec la gratitude corporelle. Donc, ça peut être très simple, hein? Parfois, juste un petit journal de bord le soir où on prend le temps de reconnaître ce que notre corps nous a permis d'accomplir ou écrire, par exemple, une lettre à une partie de notre corps qu'on aime moins. C'est juste, ça nous permet de connecter avec notre corps puis de revenir aux étapes qu'on a vues un peu plus tôt, justement sur juste observer parfois mon corps. Ça peut déjà faire beaucoup de bien, puis les exercices d'écriture peuvent beaucoup m'aider par rapport à ça. Donc, des petits exercices, soit par rapport à soi, dans un petit cahier, des notes de cellulaire, peu importe, mais prendre le temps de regarder son corps, de l'observer sans jugement, puis après ça, d'essayer d'y trouver des petites choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Ça fait du bien. La deuxième chose, c'est participer à des activités physiques qui ne sont pas axées sur la perte de poids ou la performance. On a l'impression que parfois que pour participer à des activités, il faut avoir un certain type de corps, que pour participer à des activités physiques, ça doit être dans une perspective de perte de poids, de vouloir faire des gains. Mais au final, dans la neutralité corporelle, on se rappelle que bien, si notre corps est une machine, il faut en prendre soin. Donc, on voit l'activité physique beaucoup plus pour ce qui me permet d'aller chercher un bien-être, un sentiment d'accomplissement, aller relaxer aussi, évacuer des frustrations. Tout ça, c'est des raisons valides. En fait, des raisons de s'entraîner, d'aller faire de l'activité physique, juste de bouger. Il y en a mille et une qui ne sont pas relatives à la perte de poids. Puis, il faut vraiment prendre le temps d'aller chercher la raison qui nous permet de prendre soin de notre appareil physique, de notre machine, de notre corps. Puis, c'est pour notre bien-être qu'on fait ça. Puis, c'est une autre manière, justement, d'aller amplifier notre image corporelle à travers la neutralité corporelle. Quand je bouge aussi, on le voit beaucoup avec l'art-thérapie, par exemple, ça peut être une forme hyper puissante pour reconnecter avec son corps. On peut le voir dans la danse. Certaines personnes ont déjà vu aussi, moi j'ai longtemps fait du pole dance. C'est des manières parfois, c'est pas pour l'apparence, mais c'est vraiment une manière de reconnecter avec son corps, de nous laisser surprendre parfois aussi par ce qu'il est capable de faire. Moi je me rappelle quand j'ai commencé le pole dance, j'aurais jamais cru être capable de même lever de terre. Au final, ben, j'étais capable de faire des tours, j'étais capable de bouger, j'ai été impressionnée parce que mon corps m'a permis de faire. Mais si je lui avais jamais laissé l'espace pour expérimenter, tester, se dépasser, ben, j'aurais jamais découvert ça. Puis au final, ça fait que chaque fois que j'y allais, ben, ça me donnait envie de bouger parce que je le faisais pas contre lui, mais pour lui. L'autre chose, c'est vraiment utiliser les réseaux sociaux de manière éclairée et consciente. Les réseaux sociaux, ils font partie de notre vie, on ne peut pas passer à côté. Par contre, il faut garder un œil critique. Donc, quand j'utilise les réseaux sociaux, bien, il faut que je porte attention à c'est quoi le contenu avec lequel je suis en contact. Pourquoi je regarde ce contenu-là? Puis parfois, on se rend compte que, oups, je ne m'en rendais pas compte, mais je suivais les gens peut-être pour les mauvaises raisons, parce que je fais de la comparaison sociale, parce que au final, ça animait un sentiment quasiment de frustration ou d'envie en moi. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir sur mes réseaux sociaux? Peut-être pas. Donc, plus critique par rapport aux comptes qu'on suit, puis aller chercher peut-être justement des comptes qui me font du bien, qui me font sentir mieux avec moi-même, qui me permettent de développer des fois un sentiment de communauté aussi. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes dans notre identité, dans notre relation avec nous-mêmes. Donc, les réseaux sociaux, c'est pas une question de les bannir, c'est pas une question qui ne devrait pas exister. Ils sont là, ils font partie de notre réalité. Maintenant, comment je peux les utiliser puis naviguer avec eux de manière qui soit positive pour moi puis qui m'apporte du bien-être plutôt que de l'insatisfaction corporelle. Le dernier, c'est vraiment se retirer des conversations qui touchent la perte de poids, les régimes alimentaires. Donc, ça arrive souvent, on le voit dans les milieux de travail, même dans les repas de famille, ces conversations-là, elles reviennent souvent. Puis c'est important d'être capable parfois de prendre le pas de recul pour se dire moi, en ce moment-ci, cette conversation-là ne me fait pas du bien, donc de s'en retirer. C'est une manière de se préserver, c'est une manière de se protéger. Puis, plus loin que ça, c'est une manière aussi de mettre un précédent, de montrer l'exemple aussi. Quand je mets mes limites, bien, j'invite les autres à faire la même chose. Donc, c'est super important quand il y a ces conversations-là puis que je ne suis pas à l'aise, bien, de respecter ce malaise-là. Ça ne veut pas dire des fois on n'est pas toujours à l'aise, on n'est pas toujours à même d'expliquer pourquoi ou d'aller le déconstruire. Hein? Dans les mouvements militants, on voit beaucoup les gens, ils ressentent un épuisement parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent toujours aller déconstruire. Mais des fois, on n'a pas besoin de justifier nos limites. Hein? Nos limites, elles sont là.
Puis parfois, bien, si on les met et ils ne sont pas respectés, c'est tout à fait louable de décider de s'en éloigner. Donc, ne vous gênez jamais de vous retirer des conversations qui vous créent de l'insatisfaction corporelle. Quand on fait ça aussi, plutôt que d'être dans les conversations puis d'être un peu des éponges à tout ce qui se dit, bien, on se permet de se connecter avec nos besoins à nous, nos besoins réels. Donc, si par exemple, je suis à la table du dîner avec des collègues, tout le monde commente les lunchs les uns les autres, puis au final, bien, je ne mange pas parce que je suis trop préoccupée parce que les autres pensent que ce qui se trouve dans mon assiette, bien, c'est pas pour mon service que je le fais. Donc, parfois, bien, juste, oui, je vais manger à l'écart, oui, je vais manger juste avec moi-même, mais je vais répondre à mon besoin, je vais manger à ma faim, je vais être à l'écoute de ce que je voulais. Donc, parfois aussi, on le fait pour notre bénéfice, même dans cette optique-là. Donc, il y a des pensées néfastes qui persistent sur notre image corporelle. Puis, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, je pense que c'est super important de comprendre que c'est pas parce qu'on a une image corporelle qui est saine, positive, qu'on va complètement arrêter ces pensées-là. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Il y a trop de messages qui nous sont envoyés un peu partout pour être capable de complètement s'en détacher. Donc, l'idée, c'est plus je dois être capable d'avoir les bons outils pour déconstruire ces pensées-là. Oui, je vais continuer à avoir des pensées parfois grossophobes. Hein? L'idée de se dire, on se voit dans un vêtement, notre première pensée, c'est de dire « Oh mon Dieu, j'ai l'air grosse là-dedans. » OK, attends un peu, on va décortiquer cette pensée-là. J'ai les outils qu'il faut pour y arriver. Donc, ça, vous allez voir, c'est des étapes qui reviennent un peu à ce qu'on a parlé précédemment, mais de manière un peu plus concise. Donc, la première, bien, c'est réfléchir. Hein? J'ai cette pensée-là, je remarque que j'ai cette pensée-là. Hein? Je pense ceci à propos de mon corps. Au palais, je trouve que tel vêtement me fait ci, ça. Donc, j'en suis consciente. La deuxième chose, c'est de recueillir. Donc, OK, oui, j'ai eu cette pensée-là, mais plutôt que de me blâmer, plutôt que de me sentir mal, bien, je vais me dire que c'est correct. Hein? J'ai cette pensée-là, je l'accueille, je suis consciente que j'en ai, j'ai fait l'introspection nécessaire pour être conscient, je l'accueille. Puis la dernière étape, après ça, c'est vraiment l'idée de relativiser. Oui, j'ai cette pensée-là par rapport à mon corps, c'est normal que je l'ai, il y a tous ces systèmes-là, il y a toutes ces choses qui m'ont mené à avoir cette pensée-là, mais au final, ça ne fait pas de moi une moins bonne personne. Donc, les idées néfastes, oui, elles existent, oui, elles sont dures à porter, mais le plus on s'habilite, le plus on se pratique à les déconstruire, le plus au fil du temps, bien, on est capable de le faire, puis ça nous crée un sentiment d'empowerment aussi, parce qu'on se rend compte qu'on est capable de le faire. Fait que plus on le pratique, plus ça nous aide dans notre capacité à le faire, dans notre sentiment de bien-être quand on arrive à le faire. Bon, la grande question, c'est peut-être, est-ce que c'est contradictoire de parler de neutralité corporelle puis d'avoir des pratiques qui sont relatives à notre apparence? Par exemple, ben là, si je me maquille, est-ce que je vais à l'encontre de la neutralité corporelle? Pas du tout. L'idée avec la neutralité corporelle, c'est juste de questionner les intentions qui sont derrière ces pratiques-là. Hein? Pourquoi je me maquille, pourquoi j'ai un style vestimentaire, pourquoi j'ai tout ça. Puis c'est ça qui va faire la différence entre quelque chose qui fait du bien, qui est pour la neutralité corporelle, puis quelque chose qu'au contraire s'inscrit peut-être dans des standards, dans des normes sociales. Donc, parmi ces raisons-là, bien, premièrement, l'apparence, ça reste quand même un moyen identitaire. Hein? Ça peut faire du bien de s'exprimer à travers l'apparence. Ça me permet d'exprimer mon style, ma culture, ma créativité aussi. Donc, c'est une belle forme d'expression parfois, l'apparence. Moi, par exemple, bien, si je prends l'exemple très personnel, bien, moi, j'ai des tatouages. Pourquoi? Parce que ça m'apporte du bien-être. Plutôt que d'être dans l'idée que le corps, dans la beauté, mais moi, je suis dans l'idée de ça me fait sentir forte d'être tatouée. Ça me fait sentir bien. Donc, c'est une pratique qui est relative à mon apparence, mais pourtant, ça reste dans la neutralité corporelle parce que l'objectif qui est derrière, c'est pas de chercher à correspondre à des standards ou à une idée préconçue. C'est juste quelque chose qui, moi, comme personne, me fait du bien. Puis me permet de m'exprimer aussi parce que c'est une forme d'art. C'est juste que moi, bien, elle est sur mon corps. Aussi, ça peut être une méthode aussi de prendre soin de soi aussi, l'apparence. Hein? Parfois, c'est des petites choses qui, oui, sont relatives à l'apparence, mais qui ne sont pas là pour le regard des autres, mais plus parce que moi, ça me fait du bien. Moi, je me rappelle à une époque, je faisais beaucoup d'improvisation, puis pendant longtemps, j'avais un rouge à lèvres rouge, puis je le faisais pas pour le regard des autres, c'était plus comme ça faisait partie de mon rituel pour me préparer à aller faire l'improvisation. Je mettais toujours mon rouge à lèvres rouge, ça voulait dire « game on y va, on va faire l'impro ». C'est tout ce qu'il y avait derrière ça. Donc, des fois, les pratiques comme une routine de maquillage, quand ça me fait du bien, je sais que je vais sortir, je le fais pour moi. Mais c'est ça la différence, c'est est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Donc, la petite nuance, elle se trouve ici.
Puis pourtant, encore une fois, c'est une pratique relative à l'apparence, mais qui reste toujours dans une perspective de neutralité corporelle. Puis finalement, ça peut être une forme d'empowerment aussi. Donc, il y a des manières à travers l'apparence aussi d'aller prendre une reprise de pouvoir, donc c'est un peu qu'on peut traduire le empowerment. Par exemple, si je prends l'exemple des crop tops, par rapport au poids, souvent il y a des normes sociales qui font en sorte que on va dire que certaines personnes, selon leur morphologie, ne devraient pas porter des crop tops, des leggings, mais ça peut être super empowerment, nous donner de la force quand on va à l'encontre des normes sociales, hein, ça nous fait sentir bien, un petit sentiment de rébellion parfois qu'on peut avoir, même parfois pour tout ce qui touche l'affirmation de genre aussi, donc ça peut être vraiment des processus relatifs à l'apparence qui viennent vraiment avec un sentiment de bien-être, puis qui pourtant, encore une fois, touchent l'apparence, donc c'est des petites méthodes aussi qui sont, encore une fois, dans la neutralité corporelle. L'idée, c'est vraiment la notion de choix, d'expression personnelle. C'est vraiment là-dedans qu'on est quand on veut être dans une perspective de neutralité corporelle. On ne le fait pas pour les autres, on ne le fait pas pour la performance, on ne le fait pas par une obligation sociale. Je reviens avec l'exemple du maquillage. Il y a une différence entre 6 mois le matin pour aller travailler, ça me fait du bien de prendre quelques minutes pour faire mon petit maquillage, puis après ça, je peux aller travailler, versus je me mets de la pression de le faire parce que j'ai l'impression que mon employeur ne me permettrait pas d'aller travailler si je ne l'étais pas. Donc, c'est deux choses complètement différentes, puis ça n'a pas le même effet sur la personne, sur soi-même également, la raison pourquoi on le fait. Bon, la grande question, au final, maintenant qu'on a fait un peu le tour de la neutralité corporelle, c'est « Ah, ben là, est-ce que tout le monde devrait prôner la neutralité corporelle? » Il n'y a pas de réponse à ça parce que l'idée, c'est pas de voir les mouvements sociaux, les idéologies comme un one size fit all, donc une taille faite pour tous, mais plutôt comme un grand magasin de vêtements. Hein. C'est le même principe, c'est de dire, au final, tu as la possibilité d'aller naviguer à travers tout ça. Qu'est-ce que toi, tu peux prendre qui, toi, te convient, puis essayer de te faire ta propre manière de percevoir le corps. Puis c'est vraiment le message que moi, j'essaie de promouvoir aujourd'hui. C'est pas tout le monde devrait promouvoir la neutralité corporelle, c'est plus tout le monde devrait prendre le temps de se questionner sur son image corporelle, d'y réfléchir, puis de travailler à avoir une image corporelle qui est plus saine, mais après ça, les moyens, les images qu'on a dans notre tête, les idées qui nous emmènent à cette image corporelle-là, ils sont peut-être différents d'une personne à l'autre. Je pense quand même que ce qui va être un fil conducteur pour tout le monde, puis ce qui devrait toujours être au cœur des différentes idéologies, la première, c'est faire preuve de respect envers son corps. Parce que peu importe notre apparence, notre corps mérite le respect, puis ça, c'est indéniable pour tout le monde. On veut tendre à l'équilibre aussi, éviter de tomber dans les extrêmes. On ne veut pas être dans la surveillance ou justement le contrôle excessif, mais on ne veut pas non plus être dans la négligence. Donc, c'est naviguer un peu dans ces eaux-là, aussi bien au niveau de l'alimentation, l'activité physique, le repos. Donc, ça va être à l'écoute de ses besoins, toujours en étant conscient des différents extrêmes. Et le plus important peut-être, c'est ne pas être passif. Donc, la relation avec le corps, c'est quelque chose qui se construit, on l'a vu au fil du temps, mais ça demande aussi une implication. Donc, on ne peut pas juste la laisser aller. Il faut prendre le temps de se questionner, de la remettre en question, de regarder c'est quoi les normes en place, puis toujours s'investir dans ce processus-là qui est l'image corporelle. Donc, on est un acteur actif de notre vie. La vie est trop courte pour la laisser passer devant nous, donc on reprend le contrôle un peu de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon image corporelle? Qu'est-ce qui me fait du bien? Donc, on reprend du pouvoir à cet effet-là. Je pense que c'est ça le plus important. Au final, tout ça, c'est surtout de se choisir. Hein? Quand je prends une position active, je choisis mon bien-être. Donc, j'ai envie de favoriser une relation harmonieuse avec moi-même, puis je vais me questionner sur c'est quoi les méthodes, les manières que je peux prendre pour y arriver. Puis au final, je veux surtout être bien. Je veux être bien dans mon corps, je veux être bien dans ma tête, je veux être bien dans mon cœur. Donc, c'est vraiment les 3 aspects, on l'a vu plus tôt aussi, qui constituent toute l'harmonie de l'être humain. C'est qu'on n'est pas juste une tête, un corps ou un cœur, on est l'ensemble de tout ça. Puis l'image corporelle, elle va favoriser ça également. Donc, je me choisis, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans toutes ces dimensions-là de l'être humain. Conclusion. Bon, au final, c'était quand même une longue présentation, mais si je devais faire un dernier mot sur la neutralité corporelle, puis tous les autres mouvements qui sont liés à l'image corporelle, c'est cette idée-là qu'il faut voir le corps pas comme un projet, mais vraiment comme un allié, puis que l'image corporelle, la neutralité corporelle, ce qu'on veut avec ça, c'est un bien-être, oui, personnel, mais un bien-être qui est collectif aussi,
Parce que quand je favorise une vision du monde qui est plus inclusif, qui est dans l'accueil de tout le monde, où tout le monde a le droit d'exister, au final, c'est tout le monde qui est gagnant de cette perspective-là. Il n'y a personne qui est perdant dans l'idée de s'intéresser à l'humain derrière le corps plutôt qu'à l'apparence physique. Donc, on veut vraiment favoriser cette approche-là, puis montrer que tous les corps sont valides et méritent d'exister, le vôtre comme le mien. Fait que voilà, on a toute notre place dans cette wild ride qui est la vie. Donc, c'est mon petit mot de la fin peut-être. Fait que je vous remercie d'avoir assisté à cette visioconférence. Je m'appelle Nadia Tranche-Montagne, puis peut-être à la prochaine. Wild ride. Wild ride. Moi, puis les anglicismes.